On peut faire un masque en sopalin, par exemple, c'est tout à fait possible et scientifiquement, c'est efficace. N'en déplaise à tous ceux qui y voient seulement un geste artisanal. Je vous montre juste là un masque tel que on a pu le concevoir nous-mêmes là, et avec simplement deux élastiques, 4 agrafes et 4 couches de sopalin. Il y a un pliage particulier à faire. J'ai testé au microscope, j'ai testé le taux de fuite et on obtient le même résultat qu'un masque FFP3, c'est-à-dire le meilleur masque possible. C'est ça le plus important maintenant. C'est que tout le monde ait des masques tout le temps et partout avec même très peu de moyens. Le pain, soit vous le passez avec un sèche-cheveux air chaud, c'est ce que j'ai dit, parce que c'est le moyen d'appliquer de la chaleur rapidement dessus, et à 120 degrés à l'extrémité d'un sèche-cheveux normal, en faisant un balayage, vous avez 1 ou 2 secondes qui va tuer ce virus. Sinon, vous avez le four. Vous le mettez quelques secondes dans le four et vous avez tué les particules qui sont dedans. Les fruits et légumes, c'est pas pareil. Vous pouvez soit les laver à l'eau chaude, si vous avez une température très très chaude, par exemple à 60 degrés, quand vous mettez la main sous un robinet, vous pouvez plus supporter la chaleur, vous êtes déjà à 60 degrés. À 60 degrés, le virus est déjà, on peut les laver à l'eau chaude simplement, très chaude. Vous savez que ce virus peut rester plusieurs heures et même plusieurs jours dans un postillon humide au sol. Si vous marchez sur ce postillon, vous le ramenez à la maison, vous allez me dire, bon, on ne peut pas l'inhaler, le postillon, c'est vrai. Mais en séchant, en passant l'aspirateur avec des courants d'air dans les fenêtres, ces particules peuvent de nouveau voler en l'air et être là, alors inhalées. Donc oui, c'est un principe d'hygiène général. Il faut désinfecter les chaussures et enlever les chaussures quand on rentre dans un appartement. Quand il y a un courant d'air, ça a été montré, les Chinois, par exemple, dans un bus, à 14 mètres, on peut être contaminé. Quand il fait chaud et humide, la transmission est nettement plus basse. Ça a été montré pour la grippe porcine. Bonjour, docteur Rebaud. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour la Tribune des Pirates. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder pas mal de questions liées à votre fonction. Est-ce que nous devrons subir plusieurs périodes de confinement espacées dans le temps? Alors, déjà, il faut sortir de cette période-là. Plusieurs déconfinements, ça, c'est une question de choix au niveau de l'État. L'État fait le choix de confiner sans insister sur les masques pour la raison de pénurie, alors que c'était plus simple de dire euh, on va vous aider à fabriquer des masques artisanaux, on étudie et on fait une pédagogie, on vous apprend à faire des masques et comme ça, tout le monde porte des masques. Et ce geste de barrière, mieux vaut une barrière partielle que rien du tout, c'était une évidence. On aurait déjà diminué le taux de contamination. Donc, euh, Tant qu'on n'a pas de masque, il y aura sûrement des confinements alors, répétés. pour revenir sur le déconfinement, je pense qu'un déconfinement sans masque, c'est extrêmement dangereux. Et là, vous avez posé la bonne question, c'est-à-dire qu'il y aura des vagues. Il y a un risque de recontamination si on déconfine sans masque. Alors, il y a l'autre stratégie qui consiste à tester plus les gens pour isoler ceux qui sont positifs et les garder confinés, et garder confinés que ceux qui sont positifs. Je pense qu'il faut coupler les deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois tester beaucoup de personnes, isoler ceux qui sont positifs et les autres garder les masques tout en travaillant. C'est ce qui se passe à Hong Kong ou au Japon. On travaille avec le masque quand on se déplace le plus souvent et il y a très peu de contaminés. D'accord. Euh, pour retourner à une vie normale totale, il faudra attendre donc qu'on trouve le vaccin, c'est bien ça? Ah, il y a plein de réponses dans votre question à faire. Le vaccin, d'abord, maintenant, on pense qu'il y en a encore pour 18 mois ou 20 mois pour le fabriquer, réellement efficace, même si on a déjà tenté de lancer, certaines équipes de lancer des vaccins, mais il y a des études précliniques, cliniques, il faut s'assurer qu'il n'est pas dangereux, le vaccin aussi, hein. Donc, il y a une procédure, il faut la suivre et ça prend du temps. Donc ça, c'est à peu près allez, entre 18 et 20 mois, parce que ça fait déjà plus d'un mois et demi qu'ils travaillent dessus, à Pasteur et ailleurs. Bon, le vaccin, certes, mais
vous avez après, pendant tout ce temps-là, des personnes qui peuvent être recontaminées avec des virus qui vont. L'épidémie, faut pas se leurrer. C'est impressionnant là le taux de mort. Après, on va se rassurer parce qu'on va voir que dans 3-4 semaines, j'espère, si on met le masque, si tout le monde met le masque, dans 3 semaines, ça va descendre sans problème. Mais on va se rassurer. Et puis après, il y aura des recontaminations et il peut y avoir des effets de vague, oui, qui ont été décrits par plusieurs épidémiologistes possibles. Et donc, ces effets de vague, on ne pourra les contrer qu'à chaque fois par isolement des patients qui seront positifs et le port du masque pour les autres, pour s'en protéger. La gravité de ce qui se passe au niveau économique va laisser des traces énormes. Hein. Il faut être clair. Ce qui se passe est tellement grave qu'au niveau de l'économie, ça va être fracassant, ça c'est sûr, pour plein de professions. Il va y avoir un chômage important, il va y avoir beaucoup de problèmes, un endettement massif de l'État, des entreprises, de tout. Non. Donc ça va laisser des traces. C'est pour ça qu'il faut en sortir le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'il faut porter ce masque, et quitte à ce que ça soit qu'une barrière partielle. Mais on pourra en rediscuter plus tard, ces barrières partielles, parce que ça pourrait faire l'objet effectivement d'explications très détaillées, et je pense qu'il faudrait le faire assez vite, parce que la population en a besoin. J'ai une question par rapport au virus. Quel climat lui est défavorable? Alors, les climats, comme beaucoup de virus de type respiratoire, la transmission, ça a été montré par exemple pour la grippe porcine, la transmission en ambiance froide et sèche est plus importante, nettement plus importante que en ambiance chaude et humide. Donc vous imaginez que si là le climat devenait chaud, plus chaud, les températures à la hausse, c'est bien, mais il faudrait que ça reste humide, ça c'est moins sûr. Quand il fait chaud et humide, la transmission est nettement plus basse. Ça a été montré pour la grippe porcine. Bon, il faut mettre un bémol, c'est que par exemple pour l'épidémie du Qatar, du coronavirus au Qatar et en Arabie Saoudite, il faisait très chaud, c'était pas forcément humide et ça n'a pas suffi pour enrayer l'épidémie au début. Pourquoi l'humidité gêne le virus? C'est à cause de son enveloppe. Il est constitué d'une molécule qu'on appelle ARN, qui est un enchaînement de séquences de plusieurs acides nucléiques et qui est enveloppé. Il y a des virus enveloppés et des virus non enveloppés. Celui-là, il a une enveloppe et c'est cette enveloppe qui le rend sensible à l'humidité. Donc ça a été fait au laboratoire. On sait qu'en chaleur humide, le virus est détruit plus facilement. Donc si je sors et qu'il pleut, c'est peut-être mieux. Ah, la méchante question. Alors c'est mieux pour plein de raisons. D'abord parce que quand il pleut, les aérosols, vous avez noté que quand il y a une pollution à l'extérieur, et quand il pleut, la pollution d'un coup descend brutalement. C'est parce que la pluie entraîne les particules vers le sol, donc y compris tout ce qui flotte dans l'air. Les particules ultra fines sont captées par les gouttelettes d'eau et elles arrivent au sol par la pluie. Donc oui, quand il pleut, pendant la pluie, en tout cas pendant la pluie, vous avez moins de chances d'inhaler des particules des aérosols qui seraient dans l'air. Ça, c'est vrai. J'avais une question sur les aliments. Quelle est la meilleure solution pour les décontaminer? Ah oui, ça c'est une question qui m'a été aussi posée plusieurs fois. Euh, alors, les aliments, tout dépend des aliments. Par exemple, si vous achetez du pain, le pain, si vous appliquez une chaleur, on sait que le virus meurt en une seule seconde à 100 degrés, mais on sait que même déjà dès 56 degrés, il commence à être désactivé. Je rappelle que les tests justement de dépistage, il y avait beaucoup de faux négatifs à cause de ça. Ça a été signalé par les Chinois, à cause du fait qu'on avait exposé les écouvillons qui avaient été prélevés à une température même de quelques secondes au-dessus de 56 degrés, et les tests devenaient, sur des charges virales faibles, les tests devenaient négatifs. Donc vous voyez il est fragile ce virus, c'est l'avantage, il est fragile, on le sait. Donc le pain, soit vous le passez avec un sèche-cheveux air chaud, c'est ce que j'ai dit, parce que c'est le moyen d'appliquer de la chaleur rapidement dessus, et à 120 degrés à l'extrémité d'un sèche-cheveux normal, en faisant un balayage, vous avez 1 ou 2 secondes qui va tuer ce virus. Sinon, vous avez le four. Vous le mettez quelques secondes dans le four et vous avez tué les particules qui sont dedans. Les fruits et légumes, c'est pas pareil. Vous pouvez pas les mettre au four. C'est un peu
bon, on pourrait, mais en court instant. Vous pouvez soit les laver à l'eau chaude, si vous avez une température très très chaude, par exemple à 60 degrés, quand vous mettez la main sous un robinet, vous pouvez plus supporter la chaleur, vous êtes déjà à 60 degrés. À 60 degrés, le virus est déjà, on peut les laver à l'eau chaude simplement, très chaude. Et vous pouvez aussi utiliser le sèche-cheveux lui-même qui va envoyer de la chaleur. Mais il faut que ça soit quand même assez près, 5 cm et 100-120 degrés. Donc je rappelle, hein, et il faut faire un geste de balayage avec le sèche-cheveux. Alors, il a été reproché à cette technique de dire que le virus pouvait ensuite voler, que ça pourrait décoller des particules virales et les faire voler dans l'air, et ensuite, on pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Oui, mais non, c'est faux, puisque à peine il est exposé à 100 degrés, en une seule seconde, même une demi-seconde, il est déjà désactivé le virus, donc ça ne tient pas scientifiquement de s'opposer à ça. Vous conseillez Vous avez vous avez la javel diluée aussi. On peut diluer de la javel, mais alors extrêmement attention à ça. Enfin, c'est très dangereux parce que il faut la diluer au huitième dans de l'eau, un quart de pastille, donc un huitième de pastille de javel dans un litre d'eau, et on peut envoyer un spray, mais il faut rincer très vite, c'est-à-dire 20 secondes, 30 secondes, et pas laisser la javel se rentrer. Et éplucher les légumes et les fruits, bien entendu. Et surtout pas appliquer sur des fruits sans peau comme les fraises. Parce que si vous faites ça sur des fraises, vous allez vous intoxiquer au chlore. Voilà. Vous conseillez de décontaminer les vêtements avec le sèche-cheveux, c'est bien ça? Et je le conseille, oui. C'est d'ailleurs mon procédé perso au cabinet de décontamination après les consultations, de passer tout mon corps en partant des cheveux jusqu'aux pieds, y compris les semelles et le dessus des chaussures, et le pantalon et la blouse au sèche-cheveux à l'air chaud. C'est mon procédé. Vous pouvez Voilà. nous présenter justement tout le protocole au fil de la journée, comment ça se passe pour vous? Dans le cabinet Oui, dans le cabinet, ouais. Dans le cabinet, c'est simple, les patients doivent d'abord arriver parfaitement à l'heure de leur rendez-vous, ni trop tôt ni trop tard. Il faut fonctionner en flux tendu comme ça a été conseillé en 2003. C'est logique, on ne doit pas laisser les patients être les uns à côté des autres, surtout en phase d'épidémie. C'est une procédure que j'utilise depuis longtemps. Donc, c'est un peu compliqué pour les patients. Il faut arriver pas trop tôt et pas trop tard. Et puis, c'est compliqué pour moi, médecin, d'être parfaitement à l'heure. Mais on y arrive. C'est ma façon de faire. Elle vaut ce qu'elle vaut. On peut peut-être la critiquer. Il y a plein de choses à redire à ça aussi. Mais le protocole actuel, les patients arrivent donc en flux tendu, c'est-à-dire vraiment pile poil à l'heure de leur rendez-vous. Ils doivent arriver sur un tapis qui est imbibé de chlore, où ils doivent piétiner pour désinfecter leurs chaussures. Ensuite, je leur désinfecte les mains. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la salle d'attente avant. Ils doivent arriver, sortir de chez eux. Je leur dis, au moment de la prise de rendez-vous, vous sortez avec un masque et si vous n'en avez pas, avec une écharpe et un sopalin plié en quatre dessous. J'y reviendrai sur ça, hein, sur le sopalin plié en quatre. Si vous n'avez rien. Et ils sont arrivés avec une simple écharpe, ensuite je leur donne un masque. J'ai toujours commandé des centaines et des centaines de masques, donc les patients ont des masques. Et ensuite, et s'ils n'en ont pas pour leur famille, je leur donne aussi pour les membres de la famille. Et ensuite, ils peuvent rentrer dans la salle d'attente. Quand ils rentrent dans la salle d'attente, il y a une procédure de désinfection des sièges systématique à l'eau de javel devant le patient pour qu'il y ait une parfaite transparence. Et ensuite, le patient qui sort de la consultation, lui, n'a même pas le droit d'appuyer sur les boutons de l'ascenseur, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. C'est moi qui appuie. Et à l'intérieur du cabinet, eh bien, les chaises et le bureau est désinfecté aussi en spray javel à chaque fois. C'est très contraignant, je dois le dire. Et je suis équipé d'une blouse, je n'ai pas forcément toujours la blouse en consultant, mais là, en phase d'épidémie, oui, et de surlunettes quand je les examine de près, comme pour voir la gorge, par exemple. Voilà, donc c'est assez strict, mais au final, les patients comprennent très très bien et acceptent et au contraire sont plutôt rassurés de cette procédure. Vous parliez des chaussures juste avant, ça veut dire que quand je rentre chez moi, je dois faire quoi exactement? Ah, ça, j'aime beaucoup cette question parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui le font déjà dans toutes sortes dans plusieurs pays, toutes sortes d'origines. On enlève les chaussures quand on rentre dans un appartement. Mais oui, on a oublié les principes d'hygiène basiques.
il faut enlever les chaussures quand on arrive dans un appartement, mais quelle que soit la raison, Covid ou pas Covid, il faut les enlever. Et même, il faut les désinfecter les semelles. Ça, je pense que on devrait faire des cours d'hygiène, reprendre des cours d'hygiène générale dans les écoles et dans les lycées éventuellement, pour parler de ça. Là, pour le Covid, oui, vous savez que ce virus peut rester plusieurs heures et même plusieurs jours dans un postillon humide au sol. Si vous marchez sur ce postillon, vous le ramenez à la maison, vous allez me dire, bah, bon, on ne peut pas l'inhaler, le postillon, c'est vrai. Mais en séchant, en passant l'aspirateur avec des courants d'air dans les fenêtres, ces particules peuvent de nouveau voler en l'air et être là, alors inhalées. Donc oui, c'est un principe d'hygiène général. Il faut désinfecter les chaussures et enlever les chaussures quand on rentre dans un appartement. Quand je fais, par exemple, une visite à domicile, vous me posiez il y a aussi les visites à domicile, il n'y a pas que le cabinet. Je désinfecte, soit j'enlève les chaussures systématiquement, soit elles sont passées au spray Javel avant de rentrer sur le palier et évidemment toujours avec un masque. Ça, c'est évident. D'accord. Avant de passer au masque, j'ai une dernière petite question. Vaut-il mieux éviter de respirer à côté des gens? Ah ben, évidemment, il faut respecter. Plus on s'éloignera de personnes susceptibles de nous refiler le virus, mieux c'est. Vous pouvez avoir une contamination à 1 mètre, 1 mètre 50 quand il n'y a pas de courant d'air. Et quand il y a un courant d'air, ben ça a été montré, les Chinois, par exemple, dans un bus, à 14 mètres, on peut être contaminé. Quand il y a un flux d'air qui se produit, c'était là dans le bus. Et même, je vais vous dire, sur la grippe aviaire et d'autres grippes, par exemple sur la grippe porcine, on sait que des cochons ont été contaminés à plus de 100 mètres. Et dans la grippe aviaire, il y a même des chercheurs qui ont parlé de kilomètres, en kilomètres. C'est simple, c'est facile à comprendre, les aérosols restant plusieurs heures en l'air, 3-4 heures en l'air, ils peuvent être projetés plus loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut prendre un masque, même quand on voit qu'il n'y a personne. Vous ne savez pas qui est passé juste avant. Alors, oui, les confrères diraient par exemple, oui, mais non, c'est un peu exagéré. Après tout, l'air, ça se dilue dans l'air. Oui, mais qui le sait? Comment on le voit? On ne les voit pas, les aérosols. On ne le sait pas. Et ça explique les contaminations. D'accord. Donc, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous présenter un type de masque artisanal vraiment efficace? Alors j'ai étudié sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui ont testé, cherché, fabriqué des masques. Ça va du tutoriel du CHU de Grenoble avec un cahier des charges d'ailleurs dont ils avaient oublié qu'il fallait mettre une petite barre d'aluminium, vous savez, au-dessus du nez pour réduire cet espace de fuite ici que doivent avoir tous les masques, ça c'est mieux. Et en passant par des masques en tissu ou en tissu avec du molleton, ou il y en a qui ont dit je fais avec des sacs d'aspirateur ou avec des filtres à café ou avec du sopalin. Donc le mieux, je me suis dit, il faut étudier ça sérieusement, scientifiquement. C'est simple, on a un microscope, on regarde au microscope et les photons qui sont bien plus petits que les virus, c'est-à-dire les particules de lumière sont très petites, permettent de voir si cette lumière passe facilement, pas facilement, et comment. On voit le réseau de mailles, certes, mais on voit aussi si la lumière est filtrée, si elle garde la même couleur, s'il n'y a pas une distorsion de couleur. Et c'est facile, on a je pourrais peut-être vous montrer une autre fois, peut-être là, pour être assez court. On peut faire un masque en sopalin, par exemple, c'est tout à fait possible, et scientifiquement, c'est efficace. N'en déplaise à tous ceux qui y voient seulement un geste artisanal. Je vous montre juste là un masque tel que on a pu le concevoir nous-mêmes là, et avec simplement deux élastiques, 4 agrafes et 4 couches de sopalin. Il y a un pliage particulier à faire. J'ai testé au microscope, j'ai testé le taux de fuite et on obtient le même résultat qu'un masque FFP3, c'est-à-dire le meilleur masque possible. Ça paraît bizarre, je sais que si les hygiénistes de l'AFNOR, ceux qui font les normes, devraient être étonnés, et pourtant ça a été montré par le professeur Okuda au Japon, le sopalin filtre bien les particules avec son compteur de particules, comme je l'avais écrit dans ma lettre à Monsieur le ministre de l'Intérieur.
Donc, c'est très important que, et je l'expliquerai, ou on pourra y revenir si vous voulez, mais c'est très important qu'on puisse fabriquer des masques artisanaux, juste savoir ce qui est bien et pas bien. Par exemple, la laine simple, c'est pas bien. Une seule couche d'étoffe, ça n'est pas bien. Mais 2 couches de soie satinée, c'est très bien. C'est bien serré sur le visage, c'est très bien. On est très proche d'un FFP2 hein, en faisant ça. 2 couches de soie satinée. Le cachemire, c'est très bien. Mettre une feuille d'aluminium sur le visage, c'est n'importe quoi. Ça rend étanche et ça augmente le taux de fuite. Voilà, tout ça, ça mérite vraiment de s'y atteler parce que c'est ça le plus important maintenant. C'est que tout le monde ait des masques tout le temps et partout avec même très peu de moyens.